Merci, bonjour à tous. Vous m'entendez correctement? Ouais. Alors pour passer les diapos. Avec la souris ou la télécommande? Ok, très bien. Donc effectivement, il y a eu un petit changement dans le programme, puisque je remplace au pied levé un collègue d'Avignon qui n'a pas pu venir. Et donc en concertation avec François, on avait décidé de parler évidemment de biologie de l'activité physique. Alors je vais vous parler d'Exerkine, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse, mais je vais m'attacher à vous définir ce que c'est. Et surtout, partager avec vous un certain nombre de concepts, parce que dans le temps imparti, je ne pourrais pas vraiment vous monter des données chiffrées et des données de recherche. Alors, pour ma part, je ne suis ni cardiologue, ni médecin du sport, mais je pourrais me qualifier de physiologiste. Et évidemment, dans l'équipe à Toulouse, on s'intéresse davantage à l'exercice comme outil de prévention des maladies métaboliques, en particulier l'obésité et le diabète de type 2. Alors, je pense que vous allez avoir un certain nombre de données marquantes dans les présentations qui vont suivre la mienne, mais juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, je crois qu'il ne fait plus vraiment de doute pour dire que l'exercice physique ou l'activité physique diminue la mortalité cardiovasculaire et toute cause. Ici, j'ai choisi de vous présenter une étude qui a été faite par un chercheur très actif aux États-Unis qui est Steve Blair et son équipe. C'est une étude de cohorte prospective. Il y avait 14 000 hommes sédentaires, en surpoids, modérément hypertendus, qui ont été suivis pendant 11 ans. Et en fait, ce qu'on voit très bien sur cette diapositive, si je peux pointer, c'est que, avec la souris, c'est que moins on est actif et plus on est à risque de mortalité. Et c'est le cas même lorsqu'on a déjà un antécédent cardiovasculaire. Donc vous voyez qu'il y a une belle dose-réponse sur le risque relatif de mortalité. Ceci pourrait s'expliquer en partie par le fait que l'exercice physique protège contre un certain nombre de troubles cardiométaboliques. Et donc ici, je vais en profiter pour rendre hommage à un ami qui nous a quittés, qui est le premier auteur de cette étude qui avait été faite dans l'American Journal de Cardiologie. Donc c'était une étude de dose-réponse d'activité physique où ils avaient prescrit l'activité physique à 50%, 100% et 150% des recommandations en termes d'activité physique aux États-Unis. Et en fait, ce qu'ils ont pu voir, c'est que même à 50% des recommandations, à 4 kilocalories par kilo par semaine d'activité physique, eh bien, on a une diminution très nette de l'obésité viscérale, donc du tour de taille qui reflète l'obésité viscérale. Et il faut aller un petit peu plus haut en volume pour avoir des bénéfices également sur la glycémie et sur la pression artérielle systolique. Donc, pas de doute pour reprendre un petit peu l'ensemble des effets bénéfiques de l'exercice ou de l'activité physique en santé. Ce qui est clair maintenant, c'est que l'activité physique a un bénéfice en prévention cardiovasculaire, même sur les atteintes cognitives ou neurodégénératives, prévient l'obésité, le diabète de type 2 et aussi un certain nombre de cancers, en particulier les cancers les plus fréquents. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait épluché avec les collègues de l'expertise collective INSERM, dont François, il y a quelque temps maintenant, qui a été publié en 2019. L'exercice, du coup, permet d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé, la longévité et améliore aussi la résilience qu'on pourrait définir comme la capacité à surmonter un stress, qu'il soit d'origine infectieuse ou traumatique, par exemple. Alors, je vais vous parler un peu de biologie, évidemment, puisque je suis ici pour ça, mais en particulier en me centrant sur les mécanismes physiopathologiques et moléculaires. Si on regarde d'un côté, donc à droite, l'exercice physique et à gauche, la sédentarité ou l'inactivité physique, on va avoir des effets miroirs. En particulier, l'inactivité physique, on a commencé à l'aborder, mais augmente le risque d'un certain nombre d'affections chroniques, en particulier les cancers, l'ostéoporose, les maladies ostéo-articulaires, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Ça s'explique en particulier par une augmentation de l'obésité viscérale, une atrophie des muscles et des perturbations du métabolisme lipidique ou du profil lipidique plasmatique.
À l'inverse, l'exercice, lui, va améliorer tous ces paramètres physiologiques, en particulier contribuer au maintien des performances musculaires, que ce soit la force, la masse, l'endurance, réduire l'obésité abdominale, réduire l'inflammation, diminuer l'accumulation de graisse qu'on appelle ectopique, c'est-à-dire celle qui ne va pas se déposer dans le tissu adipeux mais dans d'autres organes et qui va induire une dysfonction de ces organes, et améliore aussi ce que vous appelez ou ce que les anglo-saxons appellent le fitness cardio-respiratoire, c'est-à-dire les capacités cardio-respiratoires. Alors aujourd'hui, il ne fait plus de doute que l'exercice a de multiples effets en santé et sur de très nombreux organes, donc sur le système immunitaire, sur l'os, sur le système nerveux central, sur le système digestif, mais aussi sur un certain nombre de tissus cardiométaboliques. Alors le cœur lui-même, on va le voir dans un instant, le tissu adipeux qui définit la graisse, qu'elle soit localisée dans les compartiments sous-cutanés ou viscéraux, le pancréas, le foie et le système musculo-squelettique. Alors, comment est-ce possible ? Comment est-ce que l'exercice est capable de cibler un ensemble d'organes, finalement, à l'échelle intégrée de l'organisme ? Eh bien, une des hypothèses a été émise très tôt dans les années 60 par Goldstein, qui, en fait, par les célèbres expériences de parabiose dans le modèle murène, donc chez la souris, a pu mettre en évidence qu'il y avait des facteurs d'origine humorale qui étaient capables de conférer, de médier les effets bénéfiques de l'exercice, et ici en particulier à l'exercice, pour maintenir la glycémie constante. Et donc ceci a permis d'arriver à l'identification de la première véritable exerkine ou myokine, puisqu'elle est produite essentiellement par le muscle squelettique, qui est l'interleukine 6, qui est produit par les fibres essentiellement de type 1 et de type 2, en réponse à un stress énergétique, souvent c'est la déplétion du glycogène musculaire, et qui va aller cibler le foie pour stimuler la néoglucogénèse hépatique et maintenir la glycémie constante à l'exercice. Alors, l'interleukine 6, sa particularité, c'est que donc en clinique, souvent on l'associe à une molécule pro-inflammatoire. En réalité, dans un contexte d'exercice, elle se comporte comme une molécule anti-inflammatoire, contrairement au sepsis par exemple, parce qu'elle est produite dans un contexte où il n'y a pas de TNF-alpha. Donc vous voyez qu'à gauche, dans un contexte infectieux, il va y avoir production de TNF-alpha et production d'IL-6 qui va avoir une activité plutôt pro-inflammatoire. Dans un contexte d'exercice, elle est associée à d'autres molécules anti-inflammatoires, le récepteur soluble du TNF, le récepteur soluble de l'IL-1 et l'IL-10, qui sont toutes des molécules anti-inflammatoires. Alors, depuis la découverte de l'interleukine 6, finalement, on a découvert avec l'essor des technologies omiques et donc le screening à large échelle et d'un certain nombre de tissus, on a identifié plusieurs dizaines d'exerkines qui sont produites par différents organes, c'est-à-dire en contexte d'exercice physique, le muscle, par la contraction musculaire, peut produire des exerkines. Donc on a identifié d'autres interleukines, en particulier la 7, la 8, la 15. Et puis, plus récemment à Toulouse, on a identifié deux autres molécules, l'apeline et le GDF15 pour Growth Differentiation Factor 15, qui sont produits par la contraction musculaire, qui peuvent avoir des effets soit autoparacrines dans le muscle, soit des effets endocrines à distance sur d'autres organes, et en particulier sur le tissu adipeux dans le cas de GDF15. Je n'aurai pas le temps de vous montrer des données, mais je me ferai un plaisir de partager avec vous si vous êtes intéressés. Et donc on peut qualifier ces facteurs produits. Alors il faut que je précise également que dans la nature biologique de ces facteurs, il n'y a pas que des protéines, on peut aussi identifier des lipides. C'est le cas par exemple dans le tissu adipeux du 12,13-diome, qui est un lipide bioactif. On peut aussi avoir des miRNA, donc par exemple un certain nombre de miRNA qui sont portés par des vésicules extracellulaires qui circulent dans le sang et qui vont aller à distance cibler d'autres organes pour médier des fonctions biologiques. Dans le cadre du système nerveux, pendant l'activité physique, on sait qu'il y a une production locale de neurokines, donc de molécules à activité neurotrophique comme le BDNF. Et puis, il y en a d'autres également au niveau du tissu adipeux, donc on va les appeler les adipokines. Au niveau du cœur,
Je vais m'arrêter un instant là-dessus, les cardiokines. Et donc la plus célèbre que les cardiologues connaissent en général très bien, c'est l'ANP, ou en tout cas les peptides natriurétiques, puisque le NT-proBNP est quand même un outil clinique intéressant pour vous. Et donc dans l'équipe, j'ai fait ma thèse il y a bientôt 20 ans, on a pu montrer que les peptides natriurétiques, et en particulier l'ANP, à côté de ces effets natriurétiques et cardiovasculaires, avaient des effets relativement importants dans la régulation du métabolisme énergétique, et en particulier capable de stimuler la mobilisation des réserves lipidiques à l'exercice physique, mais aussi de cibler le muscle pour maintenir les capacités d'endurance. Donc tout ça, c'est des travaux expérimentaux que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, mais sur lesquels on a pu publier, et en fait, on se rend compte que c'est aussi des peptides qui ont un rôle important dans le développement du diabète de type 2. Et ensuite, à côté de l'ANP, on en a identifié d'autres, en particulier FSTL1, qui est la follistatine-like protéine 1, ou GDF15 encore, qui est également produite par les fibres musculaires cardiaques. Et puis enfin, on a aussi, pour ce qui vient du foie, donc des molécules qu'on va appeler cette fois des hépatokines, qui sont produites pendant l'exercice, comme FGF21, qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur la mobilisation des réserves lipidiques. Donc ça, c'est des travaux qui sont essentiellement menés chez le rongeur. Donc en fait, si on reprend un peu l'ensemble de ces facteurs, on se rend compte qu'à l'exercice, il y a une production de facteurs de différentes natures et qui viennent de différents organes. Et ils vont cibler un certain nombre de systèmes. Et donc si je m'intéresse au système cardiovasculaire ici, pour le cas de l'apeline ou du 12-13-diome, donc c'est ici en haut à gauche, eh bien, on se rend compte que ces molécules, elles vont pouvoir faciliter la vascularisation et l'angiogénèse. Elles vont exercer un effet cardioprotecteur, ou par exemple dans les modèles expérimentaux, dans les ischémies-reperfusions. Elles vont améliorer la pression artérielle et faciliter la revascularisation, et enfin contribuer au maintien ou à l'amélioration des capacités cardio-respiratoires. Et donc on a des effets sur d'autres organes, et si on regarde ce qui se passe au niveau du muscle, en général, la plupart des molécules au niveau musculaire vont contribuer au maintien de la masse et de l'endurance du muscle, mais aussi à sa régénération en cas de lésion post-exercice. Donc, juste un petit mot, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Est-ce que ces molécules qu'on appelle exerkines pourraient avoir un intérêt en clinique ? Bien, moi, je vais évidemment tendance à penser que oui, puisque on pourrait les utiliser comme marqueurs prédictifs de la réponse à l'exercice, mais aussi du risque cardiovasculaire et métabolique. Ça pourrait être des outils intéressants pour stratifier le risque ou même la prise en charge, en particulier personnaliser les programmes d'activité physique pour mieux optimiser les bénéfices en santé sur la pathologie qu'on cible en particulier. Et puis là, sans rêver à une pilule d'exercice qui récapitule l'ensemble des bénéfices de l'exercice, on peut bien imaginer que si on pouvait mimer tout ou partie des effets de l'exercice chez des personnes à mobilité réduite ou en incapacité de pratiquer de l'exercice, on pourrait avoir ici un outil thérapeutique potentiellement intéressant. Donc pour conclure rapidement, c'est un champ de domaine, un champ de recherche qui est très actif, sur lequel mon équipe travaille beaucoup depuis quelques années, et on a espoir de pouvoir identifier, à défaut de molécules thérapeutiques, des cibles intéressantes à travailler pour mieux comprendre les effets de l'exercice en santé. Voilà, donc je vais laisser un peu de place à la discussion, mais pour finir, je voudrais remercier un certain nombre de personnes, évidemment, voilà, tout un tas de collègues et les sponsors qui nous aident à réaliser ce type de recherche. Voilà, donc je serai ravi de pouvoir discuter avec vous si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci Cédric de cette exposé qui authentifie un petit peu et qui nous rassure, puisque nous, on dit qu'il faut faire de l'activité physique. Donc là, tu nous donnes un socle scientifique sur tout ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Là. Bonjour et merci. Est-ce que ces exerkines donnent lieu également à des dosages quantitatifs dont on peut
tirer des enseignements quant à la pratique des personnes qui sont suivies? Oui, alors, toutes ces molécules sont dosables, peut-être pas de façon avec un débit élevé en clinique, mais en tout cas, il y a des kits qui sont développés dans le commerce pour pouvoir doser chacun de ces facteurs. À ma connaissance, il n'y a aucune de ces molécules qui est dosée en routine clinique, mais même l'interleukine 6 par exemple. Mais oui, nous, dans les programmes d'activité physique interventionnelle chez les obèses ou obèses diabétiques, on dose un certain nombre de ces facteurs et actuellement on travaille avec un labo à Stanford où on va essayer de développer des algorithmes prédictifs pour essayer de mieux comprendre par exemple l'impact de l'activité physique sur le risque de diabète de type 2 et comment prendre en compte ces facteurs pour améliorer la réponse en termes d'insulinosensibilité. Donc oui, on peut les doser. Mais pour l'instant, c'est avec des kits commerciaux. Est-ce qu'il y a des travaux sur la quantité d'activité physique et la quantité de sécrétion? Alors, il n'y en a pas nécessairement sur tous les facteurs, mais sur certains facteurs comme l'interleukine 6, il y a vraisemblablement une assez bonne corrélation entre le niveau d'intensité de l'exercice et la production ou la libération de cette molécule, puisque bien souvent, elle est quand même liée à la quantité de déplétion de glycogène. Donc, plus on déblète du glycogène et plus on va produire ces molécules comme l'interleukine 6. Est-ce que j'avais une petite question, je reviens sur ta proposition d'utiliser là, chez les personnes à mobilité réduite ou incapables de faire de l'exercice. Est-ce que tu penses vraiment que ces molécules, sous la forme d'un comprimé, vont avoir le même effet que les molécules? Parce que je prends l'exemple de la thérapie génique, on a été un peu déçus, parce qu'en fin de compte, ça dépend des autres. Et puis surtout, si je prends l'interleukine 6, elle n'a pas le même rôle selon ce qu'il y a dans l'environnement. Quand je fais un exercice, je perturbe un environnement. Est-ce que ce n'est pas pour ça que ces molécules ont un effet? Oui, c'est fortement possible. Non, alors bien sûr, il ne faut absolument pas rêver à une pilule d'exercice qui récapitule tous les effets. Ce qu'on voit, c'est la complexité des interactions entre organes. Donc, il y a un vrai dialogue à l'exercice. L'exercice, c'est quand même la condition finalement physiologique la plus intégrée à l'échelle de l'organisme. Ce qui va être important, c'est par exemple chez les gens chez qui on sait qu'il faut faire du renforcement musculaire, si on identifie des molécules qui sont capables d'avoir des effets bénéfiques sur le maintien de la masse et de la force musculaire, ça pourrait avoir un intérêt thérapeutique. Mais bien évidemment, on ne pourra jamais tout récapituler. Et pour répondre à ton deuxième point, c'est possible qu'un certain nombre de ces facteurs soient produits en réaction à un stress, qu'il soit mécanique ou énergétique, et qui n'ait pas nécessairement d'effet biologique. Pour le moment, les facteurs qui sont listés ici ont tous des effets biologiques. Alors évidemment, c'est des études cellulaires et sur modèles animaux, ce n'est pas nécessairement des études chez l'homme, parce que quand on fait la transposition du modèle rongeur à l'homme, on a souvent des écueils. Il y a des molécules qui ont des effets spécifiques, par exemple chez le rongeur, et qui ne fonctionnent pas chez l'homme. Donc voilà, il faut quand même garder ça à l'esprit, évidemment. Et peut-être avant la pilule qui remplacera l'activité physique, qui ne nous fait pas forcément rêver, je dois dire, mais on peut imaginer que plus les connaissances avancent dans ce domaine-là, plus on pourra vraiment cibler spécifiquement des programmes d'activité physique en fonction de la pathologie ou de la prévention. Je crois que l'enjeu... Ça paraît un objectif hyper intéressant. L'enjeu est vraiment là, oui, je suis d'accord. Absolument. Et le deuxième enjeu, c'est peut-être la découverte de molécules avec des effets thérapeutiques dans une pathologie donnée. Donc, dans notre cas, on s'intéresse davantage au diabète parce que c'est notre cible de travail, mais il y a beaucoup de molécules qui régulent le métabolisme énergétique dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut applaudir Cédric Romeau.